el professor Michel Viaviorca, que parla des de París. És sociòleg, codirector del Collège d'Études Mondiales i director d'estudis a l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, on va ser responsable del Centre d'Anàlisi i d'Intervenció Sociològica fins al 2009. El professor Viaviorca és administrador de la Fundació Maison des Sciences de l'Homme, president de l'Associació Internacional de Sociologia i fundador i editor de la revista sociològica Le Monde de Débat i codirector de la revista científica Cahiers Internationaux de Sociologie. La seva carrera s'ha forjat seguint com a deixeble Alain Touraine i s'ha centrat en la seva recerca en les nocions de conflicte, terrorisme i violència, així com en l'estudi del racisme, els moviments socials i la pluriculturalitat. Té un grapat de llibres traduïts al castellà. Esmentem El espacio del racismo, de l'any 92, Otro mundo, discrepancias, sorpresas y derivas en la antimundialización, del 2009, El racismo, una introducción, també del 2009, i Una sociologia per al siglo XXI. Nosaltres estem molt agraïts que el professor Viaviorca sigui avui aquí perquè la seva és una de les veus més il·lustres i mediàtiques del panorama intel·lectual francès, els nostres veïns del nord, estimats veïns del nord, i naturalment un dels científics socials més reputats en aquest moment a nivell mundial. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Merci. Muchas gracias, muchas gracias. Es un placer de ser con vosotros. Mi castellano no es muy bueno, entonces voy a hablar en francés y sí, que para mí es mucho más fácil. Entonces, yo quiero empezar con je vais commencer par une question très, très générale qui est, je vais baisser le micro, excusez-moi. Voilà, la question très, très générale qui va me mobiliser, c'est que va-t-il y avoir après la pandémie? Ce qui est une question optimiste. Et pour y réfléchir, je voudrais vous proposer toute une série d'hypothèses ou d'idées sur la façon dont nous pouvons analyser l'après-pandémie ou l'envisager. Premier point important. Une question comme celle-ci pose un problème de temporalité. Le court terme et le long terme ou la longue durée peuvent en effet nous obliger à des appréciations très, très différentes. Pour bien me faire comprendre, je vais évoquer un livre d'histoire qui m'a passionné, un historien allemand qui s'appelle Philipp Blom. Je cite le titre de son livre en français, Quand la nature se rebelle, mais le sous-titre est beaucoup plus clair. Le changement climatique du XVIIe siècle et son influence sur les sociétés modernes. Donc voilà évidemment quelque chose qui peut nous sembler très éloigné. En réalité, c'est très intéressant. Philipp Blom s'intéresse à un phénomène qui s'est appelé, pour les historiens, la petite glaciation, qui est vraisemblablement due à une éruption volcanique. Un volcan explose, dégage des cendres, de la poudre, toute la planète, dit-il, est obscurcie, et un très long hiver de plusieurs dizaines d'années va commencer à dominer à partir de 1570. Alors pourquoi j'évoque cet épisode? Parce que la temporalité ici apparaît de façon très claire. La catastrophe climatique entraîne d'abord toutes sortes de drames, des famines, des épidémies, des violences, des persécutions, des réponses parfois mystiques, parfois aussi festives, des fantasmes, la fin du monde,
Ça, c'est le court terme. Mais, nous dit cet historien, Blom, elle est aussi la catastrophe à l'origine d'une révolution intellectuelle, culturelle. Elle va faire entrer certains pays, mais pas tous d'ailleurs, dans la modernité. Les Pays-Bas, l'Angleterre en particulier, commençaient déjà à vivre une mutation, une métamorphose économique, industrielle, intellectuelle, culturelle. Eh bien, avec la glaciation, cette métamorphose va s'accélérer. Alors, c'est mon premier point. Si nous réfléchissons à court terme, nous aurons peut-être une vision très différente de ce que nous trouvons si nous réfléchissons à long terme. À court terme, c'est plutôt catastrophique. À long terme, nous pourrons peut-être être beaucoup plus optimistes. Deuxième remarque que je voudrais vous proposer. Quand il y a eu le début de la pandémie, aussitôt, on a entendu 3 types de prévisions pour l'avenir. Les uns ont dit, un peu comme Alexis de Tocqueville, quand il s'exprimait sur la Révolution française, et qu'il disait que la Révolution française est un événement dans un long processus historique en France qui est en réalité un processus de centralisation du pouvoir d'État. Et donc, la Révolution française n'a rien changé. Le processus a commencé bien avant, ce choc révolutionnaire, et il reprend ensuite. Autrement dit, certains nous disent, après ne sera pas très différent d'avant. C'est une première façon de réfléchir. Je signale au passage, parce que c'est important, que Tocqueville, pour faire cette analyse, a mené une vraie recherche. Il est allé dans les archives et son livre a été publié sur la Révolution française et l'Ancien Régime. Son livre a été publié en 1856, donc plus de 50 ans, plus d'un demi-siècle après les événements. Aujourd'hui, des gens sont bien pressés de nous dire tout de suite comment tout ça va se lire dans 10 ou 15 ou 20 ans. Au moins, Tocqueville était prudent. Et puis, d'autres intellectuels, penseurs, observateurs nous disent non, après, ça sera pire. Ça va être le déclin, ça va être la décadence, ça va être la crise généralisée, au moins pour certains pays. Ça va être l'effondrement de l'Occident. Regardez la Chine. Nous avons entendu des réflexions bien plus intéressantes que cela, évidemment, il y a un instant, à propos de la géopolitique mondiale. Mais enfin, il y a donc un certain nombre de personnes qui pensent qu'après, ce sera la guerre, le chaos, la décadence, le déclin. Deuxième façon de réfléchir. Et puis, il y a une troisième façon de réfléchir qui consiste à dire, après, ce sera tout de suite beaucoup mieux qu'avant. Nous sommes en train, grâce, si on ose dire, à la pandémie, de vivre une rupture anthropologique, une mutation totale. Je ne sais pas, moi, s'il faut penser à la manière de Tocqueville, ou en termes de déclin et de chaos, ou en termes de rupture anthropologique merveilleuse. Mais je crois que nous devons nous interroger, et c'est ma deuxième remarque, comment faire confiance à des modes de raisonnement, des modes d'approche, des catégories qui ont été inventés à une certaine époque pour penser une toute autre époque éventuellement. Soyons prudents, nous ne sommes pas certains d'avoir les bons outils intellectuels pour penser la mutation. Soyons prudents, soyons nuancés, c'est ça que je voudrais dire sur ce deuxième point, et regardons si certains changements sont déjà observables, qui peuvent nous aider à anticiper un peu l'avenir. Ce qui m'amène à un troisième point. Mon troisième point, c'est ce que nous observons très souvent dans les médias quand il est question de la pandémie de Covid-19. Un très grand nombre d'articles, de récits, d'analyses font des comparaisons. Et presque toujours, les comparaisons sont dans l'espace, mais aussi dans le temps. Et quand elles sont dans le temps, quand elles sont historiques, on vous parle du choléra, de la peste, plus proche de nous, de la grande grippe de 1918. Parfois, on évoque aussi le sida.
Et puis, moins global, bien sûr, mais quand même comme problème, le SARS-CoV-1 qui est apparu en Chine en 2002. Alors, pourquoi j'évoque ces catastrophes? Ce sont toujours des épidémies et par conséquent, quand on réfléchit comme ça, on situe la pandémie actuelle dans une série de catastrophes qui sont toujours associées à un virus ou un microbe que les sociétés apprennent plus ou moins facilement à combattre, en particulier avec la vaccination. Autrement dit, on réfléchit en disant chaque épidémie est un accident, une catastrophe, et ce sont des moments difficiles qu'il faut passer. Je pense qu'on peut réfléchir en fait autrement. Et au lieu de situer la pandémie actuelle dans la longue histoire des épidémies, ce qui n'est pas inutile bien sûr, mais plutôt que de faire cet effort, je pense qu'il vaudrait mieux réfléchir à une toute autre chose qui est l'idée que nous sommes entrés, peut-être depuis une quarantaine, une cinquantaine d'années, dans une nouvelle période historique où divers types de catastrophes nous font véritablement réfléchir et vivre autrement. Autrement dit, au lieu de dire il y a des épidémies dans l'histoire, l'une après l'autre, dire l'épidémie actuelle, eh bien, elle s'inscrit dans une chaîne qui a vu auparavant un jour une centrale nucléaire être victime d'un tsunami et donner des résultats terrifiants au Japon. Une autre fois, d'ailleurs, toujours en matière nucléaire, ce qui s'est passé à Tchernobyl il y a maintenant 35 ans. Une autre fois, le drame de Seveso. Une autre fois, évidemment, des problèmes de changement climatique ou bien encore des problèmes de terrorisme global majeur. Bref, je pense que nous avons intérêt à nous poser la question de savoir si la pandémie n'est pas une de ces catastrophes qui nous font rentrer dans ce qu'un très grand, sociologue qui s'appelait Ulrich Beck avait appelé la société du risque, ou le monde du risque, et que nous sommes entrés dans une période historique où nous devons apprendre à réfléchir globalement en regardant toutes sortes de phénomènes qui créent du risque, de l'insécurité. Ulrich Beck disait, chaque individu est maintenant un global player. Chacun de nous joue globalement. Alors, je pense que c'est intéressant de réfléchir comme ça, parce que cela nous permet de penser la pandémie au milieu d'autres enjeux dont elle fait partie et qui renvoient à l'idée, j'ai dit, de risque, on pourrait dire l'idée d'insécurité, comme je l'ai dit, on pourrait dire aussi l'idée de catastrophe, et avec l'idée ici, en même temps, de métamorphose. Tout n'est pas négatif dans les changements que nous vivons, et peut-être devons-nous voir dans la pandémie l'occasion à la fois, bien sûr, de vivre des choses terribles, mais peut-être aussi de penser autrement, de vivre autrement, de regarder le monde autrement et d'installer nos sociétés et le monde entier dans d'autres façons de vivre et de réfléchir. Alors, si cette remarque est pertinente, alors on peut commencer à regarder quels sont les changements qui affectent le monde, et ce sera mon point suivant, quels sont les grands changements que la pandémie accélère, révèle, d'une façon qui n'est pas nécessairement catastrophique, mais pas nécessairement non plus destinée à fabriquer un monde harmonieux. Alors, je vais en évoquer un certain nombre. Premier point très important. Avec la pandémie, nous sommes entrés bien plus souvent qu'avant dans l'ère du numérique. Et l'ère du numérique, c'est aussi l'ère des fractures et des injustices numériques. L'ère du numérique, c'est un progrès formidable. Nous pouvons aujourd'hui discuter ensemble. Je ne suis même pas à Paris, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure. Je vous parle d'un petit village de Provence. Et parmi ceux qui participent à cette rencontre, des gens peuvent être dans le monde entier. Ça, c'est la merveille technologique du numérique. Mais nous savons aussi que le numérique, ça a été évoqué tout à l'heure, que le numérique, c'est l'emprise des GAFAM,
les grandes entreprises du numérique, les grandes entreprises américaines, qui renforcent leur emprise sur la vie collective, tandis que d'ailleurs d'autres entreprises périclitent. Que ces entreprises, elles font travailler les gens. Oui, bien sûr, on a l'image des gens en Californie et qui vivent merveilleusement bien, mais il faut aussi savoir que ces grandes entreprises font travailler aussi des gens dans des conditions beaucoup plus difficiles. On voit en particulier très facilement chez Amazon. Ensuite, on sait aussi que le Professeur, numérique, c'est la possibilité du contrôle professeur, social. Les livres euh, de l'essayiste américain vous Morozov le m'entendez? montrent très facilement. Professeur On me dit si je pose un Vieillorca, problème. On me fait un signe. un tout petit Attendez, je dois moment. m'interrompre une seconde, excusez-moi. Oui, il faut, parce que nous avons le devoir, donc votre voix et la voix du traducteur qui marchent l'une avec l'autre et les auditeurs ne peuvent pas comprendre très bien Ah, la traduction. On suggère, si vous pouvez vous éloigner un tout petit peu du microphone et parler un peu plus doucement, et que les d'accord. traducteurs, faut- au contraire, insistent avec une voix plus haute, et comme ça, la voix du traducteur va Ah, arriver mieux aux auditeurs. Merci. donc, je vais parler moins fort, plus lentement. Hein. Donc, voilà. Excusez-moi, je n'avais pas la possibilité de le savoir. Vous Alors, avez d'un côté, une le belle numérique, c'est voix, la mais il faut possibilité un peu du contrôle s'éloigner. social. C'est tout ce qu'il Ça faut. va maintenant? Ça va, oui. D'un autre côté, le numérique, c'est la possibilité pour des particuliers, pour le marché, de se renforcer. C'est un point que je crois très important. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce sont des choses qui sont très connues. Mais en gros, le numérique permet de s'ouvrir au monde entier, d'être en interaction avec le monde entier. Donc, le numérique dilate l'espace de notre vie virtuelle, comme ce soir. Mais en même temps, la pandémie nous replie sur des espaces de vie concrètes beaucoup plus limités. Et je crois qu'il y a là un véritable problème parce que avec le numérique, nous entrons dans des modes de vie, des cultures, des problèmes inédits dans lesquels tout n'est pas forcément le progrès. Bien sûr, le numérique, c'est le travail à distance, c'est l'éducation, l'enseignement supérieur à distance, là, qui est très positif. Mais tout ceci ne marche pas toujours très bien. Le travail à distance, ça affaiblit le syndicalisme, ça affaiblit les solidarités dans l'entreprise. L'enseignement à distance, c'est une relation pédagogique dans laquelle les élèves ne connaissent pas vraiment leur professeur. En plus, tout le monde n'a pas chez soi une installation adéquate, de la place, un ordinateur. Euh, Tout le monde n'est pas tranquille chez soi. Il y a des gens qui vivent dans des conditions très difficiles. Il y a des gens qui n'ont pas accès au numérique. Et pour le dire autrement, c'est très inégal. Et par conséquent, et par conséquent je pense qu'il y a là un autre problème qui est toutes les fractures que le numérique exacerbe. Maintenant, je voudrais arriver à un autre point qui est peut-être très important, à savoir le fait que si nous voulons réfléchir à ce qui viendra après, nous devons distinguer deux types de préoccupations. Les préoccupations sociales et les préoccupations culturelles. En matière sociale, je suis obligé de prendre l'exemple du pays que je connais le mieux, la France, parce que je pense que dans d'autres pays, c'est certainement très différent. En France, c'est très simple. La pandémie a permis à certains acteurs qui étaient déjà capables d'action, elle a permis à ces acteurs de s'exprimer, de faire valoir des revendications. C'est vrai en particulier dans le domaine de la santé. En France,
les gens qui travaillent à l'hôpital, les infirmières, les médecins, tous les personnels hospitaliers, tous ces gens-là ont réussi à se faire entendre et à dire nous sommes utiles, indispensables, nous sommes mal payés, nos conditions de travail ne sont pas bonnes. Le gouvernement a reculé et a organisé une grande concertation pour ces personnels. Mais il y a d'autres professions dont on a dit parfois pourtant beaucoup de bien, qui n'obtiennent rien du tout. J'en donne un exemple, là aussi très français. On a dit beaucoup de bien des caissières de supermarchés, c'est-à-dire, et d'autres catégories de travailleurs, qui sont des travailleurs physiques. Ce pas des gens qui peuvent travailler à distance, d'une manière numérique. Et on a dit, toutes ces personnes méritent notre admiration, elles n'ont pas évidemment accès au vaccin, elles doivent prendre des transports publics, elles vont travailler en contact avec la population, etc. Elles prennent des risques considérables. Et donc, voilà des catégories sociales qu'il faut admirer. On l'a un petit peu dit, mais rien n'a été fait pour changer le sort de ces personnes qui ont peu de capacité de se mobiliser collectivement, qui sont très peu syndiquées en France et dont les conditions d'existence sont souvent très, très déplorables. Mais ça n'est pas tout. Et je suis très content de ce qui a été dit tout à l'heure. Non seulement il y a des catégories qui n'ont pas reçu, comment dirais-je, de soutien autant qu'il aurait fallu, ou de récompense, ou de reconnaissance, mais il y a des catégories qui ont été complètement oubliées. Et je voudrais en donner deux exemples. Le premier revoit ce qu'on a entendu tout à l'heure, les personnes très âgées. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans un pays comme la France, les personnes très âgées étaient tellement oubliées que lorsque le gouvernement, tous les soirs, donnait officiellement les chiffres des morts liés à l'épidémie, il ne parlait que des personnes mourant à l'hôpital. Un tiers à peu près des morts, c'était des personnes qui mouraient dans des maisons de retraite. On appelle ça des EHPAD. Autrement dit, ces personnes-là n'existaient pas dans la comptabilité officielle. Et donc, je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement important à dire, qu'on a complètement oublié les personnes très âgées. Et au sein même de ces institutions, elles ont été maltraitées parce que l'obsession était d'éviter l'épidémie. Et pour ça, on enfermait les gens dans leur chambre, on ne les laissait plus circuler à l'intérieur des établissements, etc. Et donc, tout ce qui est population plus ou moins recluse, surtout quand elles sont âgées, mais pas seulement, a souffert plus que d'autres de la pandémie. Alors, on pourrait parler donc d'autres catégories. Tout à l'heure, il a été question des migrants. Quand vous êtes migrant dans un centre de rétention en France, vous n'êtes pas le premier à être vacciné, évidemment, tant qu'il y a des vaccins. Donc, les injustices continuent, ou les différences en tout cas continuent. Et puis, deuxième catégorie dont je voudrais dire un mot, les jeunes, la jeunesse, et en particulier la jeunesse étudiante. Nous avons en France 2 700 000 étudiants sur une population totale d'à peu près 66 ou 67 millions d'habitants. Donc, c'est, disons, grosso modo, 3 ou 4% de la population. C'est énorme. Personne ne s'est intéressé à eux, du côté du pouvoir, jusqu'au mois de janvier dernier. Pendant presque un an, on a ignoré la détresse des étudiants. Catégorie sociale qui a été ignorée et donc méprisée. Les choses commencent à changer, bien sûr. Et donc, je prends ce deuxième exemple pour vous dire, avec la pandémie, on a vu des pans entiers de la société sombrer, être victimes d'injustices, d'inégalités plus fortes que d'autres, malgré, je dirais, en France, une certaine bonne volonté du pouvoir. Voilà le genre de choses qu'il faut dire socialement. La pandémie a aiguisé les inégalités, les injustices. Mais en matière, ça c'est en matière sociale. Mais en matière culturelle, il s'est passé des choses très intéressantes. Premièrement, la pandémie a obligé à réfléchir à la question des rapports entre générations. Un exemple un peu excessif, mais puisqu'on est en liaison avec Rome, on me comprendra très bien depuis l'Italie. Un exemple excessif est celui du débat soi-disant éthique à propos des lits
d'hôpitaux. Que faire, a-t-on dit, lorsque 2 malades se présentent et qu'il n'y a qu'un seul lit de réanimation? Alors, je ne vais pas rentrer dans toute la discussion que nous avons eue, qui est née en Lombardie au moment du début de la pandémie, quand c'était dramatique pour l'Italie. Mais je voudrais insister sur un point, c'est qu'au bout du compte, la discussion a consisté à dire, s'il y a vraiment à choisir, c'est l'âge qui doit être déterminant. Il faut sauver le jeune qui n'a pas encore eu sa vie, plutôt que le vieux qui a déjà eu sa vie. Je ne conteste pas cette remarque, mais je note qu'elle s'inscrit dans un débat où finalement on oppose les générations. Ce débat a pris d'autres formes. On a dit par exemple, il faut éviter le confinement, il faut que les gens aillent travailler, donc c'est plutôt les jeunes, pour qu'ils puissent vivre, avoir des revenus, il faut qu'ils puissent même avoir une vie sociale. Et par conséquent, le problème, c'est les vieux qui sont plus susceptibles que les jeunes de mourir, mais pour qui on oblige les jeunes à se sacrifier. Et donc, euh, j'espère qu'il n'y a pas de problème d'audition, et donc le problème qui s'est imposé a été l'idée qu'il y a un problème de relation entre générations. En matière culturelle, je voudrais dire aussi qu'il s'est passé des choses intéressantes. On ne parle évidemment dans un pays comme la France que de la pandémie, apparemment. Mais pas seulement. On parle aussi d'autres problèmes. Et certaines contestations culturelles ont commencé ou ont continué à se déployer malgré l'obsession sanitaire. Lesquelles? Tout d'abord, tout ce qui touche à la question des injustices ou des inégalités entre les hommes et les femmes, les rapports de genre, comme on dit. Il y a eu des mouvements féministes qui se sont fait entendre, et partout, le thème des violences sexuelles, des abus sexuels, ce genre de questions n'a pas empêché ce thème à trouver son espace dans le débat public. Je pense que ce n'est pas seulement en France. En France, ça a pris un tour extrêmement aigu. Un deuxième thème qui a eu de l'importance pendant la pandémie, et donc ce qui veut dire que ce thème est puissant, c'est le thème de la lutte antiraciste. En France, quand George Floyd a été tué par des policiers aux États-Unis, nous avons eu des manifestations très puissantes dénonçant les violences racistes de la police, alors même que les manifestations étaient interdites. Il y a eu 20 000 personnes dans la rue à ce moment-là à Paris, et puis dans d'autres villes également. Autrement dit, la pandémie n'a pas empêché une mobilisation éthique liée à des questions de droits de l'homme, on peut rentrer dans plus de détails bien sûr, de la même façon qu'elle n'a pas empêché de mettre en avant des thèmes d'égalité homme-femme, qui sont quand même des thèmes très, très culturels. Et j'ajoute enfin qu'elle n'a pas empêché que continue à se discuter la question du changement climatique et tous les problèmes d'environnement. On a d'ailleurs même souvent ramené la question de la pandémie à une question d'environnement, d'écologie et ce genre de choses. Et donc, j'insiste beaucoup sur ce point, la pandémie a d'un côté renforcé les injustices sociales et d'un autre côté laissé s'exprimer, peut-être exacerber, des contestations plutôt culturelles. Je voudrais maintenant aborder un autre point, qui est la question du racisme. Dans un premier temps, comme beaucoup ont certainement pu l'observer, on a vu certaines formes de racisme se développer. J'en cite deux. D'abord, dans un certain nombre de situations, puisque le virus venait de Chine, se développait du racisme anti-chinois ou anti-asiatique. En France, on a réactivé le vieux thème du péril jaune. Donc, ça a été une première manifestation de racisme. Et le deuxième point important, quand arrive une épidémie comme celle-ci, très traditionnellement, on cherche un coupable. Dans toute l'histoire, depuis des centaines d'années, le premier coupable, parfait, je dirais, c'était les Juifs. Et donc, on a vu se déployer des rumeurs
fake news, etc., dans lesquels l'antisémitisme trouvait un espace dans le contexte de la pandémie plus particulièrement. Ça, c'est les choses négatives, mais je voudrais donc insister sur le fait qu'en même temps, l'action antiraciste n'a jamais été aussi forte. Plusieurs pays, je pense aux États-Unis, je pense en France, certainement à d'autres pays, n'a jamais été aussi forte que cette période de pandémie. Ça n'empêche pas les difficultés qui ont été soulignées à propos des phénomènes de migration, mais quand même. Je voudrais maintenant dire un mot sur la recherche scientifique. C'est très important comme sujet et des remarques qu'on a entendues tout à l'heure étaient vraiment très utiles. On peut vraiment noter deux choses qui sont très différentes. La pandémie a montré qu'il était possible de faire avancer la science de façon extrêmement rapide. Et après tout, c'est en un an que sont apparus plusieurs vaccins qui ont l'air extrêmement efficaces. Donc ça montre que la recherche scientifique existe. Je signale au passage que beaucoup de gens ont regardé avec émotion ces derniers jours ce qui s'est passé avec l'arrivée d'un robot et autres sur la planète Mars. Donc je dirais que la pandémie n'a pas été nécessairement le moment où le doute en ce qui concerne la science allait se renforcer. On a même vu un phénomène très important en France, je ne sais pas ailleurs. La France est un pays où le doute en ce qui concerne les vaccins a été peut-être le plus fort au monde. Les Français disaient « je n'ai pas confiance, je ne veux pas me faire vacciner » et toutes sortes de rumeurs, de fake news, etc. ont pu circuler. Et puis, depuis un mois ou deux maintenant, on s'aperçoit que les Français changent d'avis, que la confiance revient et que les Français veulent de plus en plus être vaccinés. Et donc, je pense que la pandémie, après nous avoir mis en face d'un moment de doute, de grande incertitude vis-à-vis de la science, elle nous remet finalement en confiance vis-à-vis de la science, tout simplement parce que la science, c'est certainement la meilleure réponse à la pandémie. C'est quand même, je trouve, plus moderne de vacciner la population comme on le fait, plutôt que de l'obliger à confiner, comme malheureusement c'est le cas trop souvent. Alors, je voudrais maintenant faire une comparaison très prudente. Permettez-moi vraiment de dire que tout ceci doit être très nuancé. Une comparaison très prudente entre un certain nombre de pays. Dès la première phase de la pandémie, on a vu qu'il y avait des pays qui s'en sortaient bien et des pays qui s'en sortaient mal et parfois même très mal. Parmi les pays qui s'en sortaient mal et très mal, il y avait les États-Unis. Aujourd'hui, on nous annonce 500 morts. Il y avait le Royaume-Uni, l'Espagne, la France, l'Italie, c'était pas terrible. Et puis quelques pays dont on nous a dit, regardez, ils s'en sortent bien. La Chine, mais aussi Taïwan, Singapour, le Japon, le Vietnam. Je laisserai de côté d'autres pays européens comme l'Allemagne ou les pays scandinaves parce que le dossier est plus compliqué. Alors, comment est-ce qu'on a expliqué le fait qu'en Asie, des sociétés s'en sortaient mieux? Alors, on a d'abord dit, regardez la Chine, c'est un régime autoritaire et grâce à l'autoritarisme ou à la dictature, on s'en sort mieux. Mais comme on s'aperçoit que Taïwan, qui n'est pas du tout un régime autoritaire, s'en sort également bien, on a réfléchi autrement. Certains ont dit, c'est culturel et historique. Il y a une vieille culture qui fait qu'on a su penser les choses autrement. Moi, je n'y crois pas beaucoup. Je pense plutôt que ce qui s'est passé dans un certain nombre d'autres pays, c'est que, ils étaient mieux préparés parce qu'ils avaient peut-être eu d'autres expériences, et surtout, il y avait une relation de beaucoup plus grande confiance entre la société et l'État que dans d'autres pays comme la France. Que quand on a confiance dans l'État, on fait ce qu'il demande. Quand l'État propose le traçage, suivre la pandémie sur les téléphones de chacun, les gens acceptent parce qu'ils ont confiance dans l'État. Qu'on a affaire à toutes ces sociétés asiatiques
à des sociétés qui sont plus confiantes en général vers l'avenir, qui ont plus confiance dans la recherche, dans la science, et qui veulent progresser, qui se tournent vers l'avenir, peut-être beaucoup mieux ou beaucoup plus que les vieilles démocraties européennes. Et il me semble, et ce n'est pas du tout un paradoxe, que si on se regarde comment vivent les gens dans ces pays, on vous parle beaucoup moins, on est beaucoup moins sensible à l'idée qu'il va y avoir un monde totalement différent après. En Chine, les gens n'ont pas le sentiment qu'il y a un avant et un après. Les gens ont le sentiment qu'il y a eu un mauvais moment à passer, qu'il y a encore des difficultés, mais qu'on est bien en train d'avancer dans la croissance, le développement, l'industrie, etc. Et donc, je pense que les grands débats sur avant et après, rupture anthropologique ou pas, etc., sont d'autant plus vifs que les pays sont mal préparés à se projeter vers l'avenir, au-delà justement de la pandémie, et même à affronter la pandémie. Je vais terminer par une dernière remarque encore plus prudente. Souvent, on se dit, plus on est dans la crise, et plus les idées extrémistes, les idées nationalistes, autoritaires, etc., vont progresser. Je pense qu'il faut être prudent. Et là aussi, peut-être distinguer le court terme et la longue durée. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'ici? Je dis bien jusqu'ici. Aux États-Unis, le régime populiste de Donald Trump a laissé la place à un régime Biden, comment dirais-je, beaucoup plus démocratique. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu un triomphe du nationalisme populiste extrémiste de Trump. En Italie, en France, dans d'autres pays, les partis d'extrême droite n'ont pas spécialement progressé au fil des mois. En France, je vais le dire parce que là c'est très clair, le Rassemblement national qui a pris la suite du Front national, c'est la même chose, le Rassemblement national, lors des dernières élections, n'a pas connu un grand succès. Et donc je pense qu'à court terme, immédiatement, il est difficile de dire que la pandémie fabrique le succès des régimes ou des partis ou des mouvements autoritaires ou autres. Ça laisse pourtant évidemment ouvert la question pour l'avenir. Rien ne dit qu'à moyen terme ou à long terme, on aura toujours cette situation. Mais en tout cas, la leçon que je tire d'une année maintenant de pandémie, c'est qu'elle ne fabrique pas nécessairement des régimes, des partis, des mouvements fascisants, autoritaires, extrémistes, etc. Que chaque pays est différent des autres et qu'il faut être prudent dans les analyses. Pour conclure, le pire n'est pas certain. Voilà ce que je dirais surtout pour l'après-pandémie. Voilà, merci pour votre patience. Excusez-moi d'avoir parlé trop vite, peut-être, ou trop fort. J'espère que maintenant les choses se sont arrangées. Merci beaucoup.